Tu n'es personne. Arrête de faire comme si tu étais important. Ma femme a craqué. On se souvient à peine de ta présence la plupart du temps. Ma fille a ajouté. Alors j'ai tapoté ma fourchette contre mon verre et j'ai dit, je serai bref. Juste 3 phrases. À la deuxième phrase, ma femme était déjà toute blanche. Brunch du dimanche matin chez les Reyes. On aurait dit une sorte de rituel sacré, vu la façon dont Simone insistait chaque semaine. La table de la salle à manger s'étendait comme un champ de bataille, recouverte de sa porcelaine fine qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Tout devait être parfait pour son petit numéro. Des verres en cristal qui reflétaient parfaitement la lumière du matin à la confiture artisanale qu'elle avait commandée en ligne dans une boutique du Vermont. J'étais assis à ce qui était autrefois le bout de table à l'époque où j'avais vraiment de l'importance dans cette maison. Maintenant, j'avais plutôt l'impression d'être le siège du prévenu dans un tribunal tordu où j'étais toujours coupable de quelque chose que je ne pouvais pas vraiment nommer. Le poids familier d'un jugement invisible pesait sur mes épaules tandis que je regardais ma famille, si je pouvais encore les appeler ainsi, s'installer dans leurs rôles habituels. Simone entra en douce, vêtue de cette robe de chambre en soie qu'elle avait achetée pendant sa période de femme d'affaires prospère, celle qui coûtait 3 cents et lui donnait l'impression d'être la star d'un magazine lifestyle haut de gamme. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés, même si elle venait soi-disant de sortir du lit. Et ce sourire d'essai était déjà plaqué sur son visage. Le même sourire qu'elle adressait à ses clients, à ses voisins, à tous ceux qu'elle voulait impressionner. Jamais sincère, toujours calculateur. « Bonjour, ma belle », me dit-elle. Mais sa voix avait ce côté tranchant, ce ton qui trahissait son agacement avant même que la journée ne commence. Elle se versa du jus d'orange dans le pichet en cristal, les glaçons tintant contre le verre comme de minuscules sonnettes d'alarme. Belle entra ensuite, affalée, toujours en pyjama, mais parvenant à avoir l'air impeccable comme seuls les jeunes de 22 ans peuvent le faire. Ma fille avait hérité des traits acérés et de la langue encore plus acerbe de sa mère, même si elle exerçait les siens avec la cruauté désinvolte qui découle du fait de ne jamais avoir à se soucier des conséquences. Son petit ami, Léon, la suivait comme un chiot fidèle, tout enfant fanfaronna des basketteurs de prix, appelant « Bonjour papa » d'une manière qui montrait clairement qu'il ne me respectait pas assez pour utiliser mon vrai nom. La conversation avait commencé assez innocemment. Projet du week-end, quelques ragots sur les voisins, Léon se vantant de son dernier investissement en crypto-monnaie comme s'il était le prochain Warren Buffett. J'acquiesçais, émettais les sons appropriés, jouais mon rôle de personnage secondaire dans ma propre vie. C'était plus facile que de se disputer. C'était le cas depuis des années maintenant. Mais les parents de Simone arrivèrent et le vrai spectacle commença. Margaret et Harold, toujours vifs et critiques à 70 ans, prirent place avec l'autorité que leur confère leur vieille fortune et leur vieille rancune. Ils ne m'avaient jamais apprécié. Pas depuis le premier jour, et 25 ans de mariage n'avaient pas adouci leur opinion. J'étais encore le gamin de la classe ouvrière qui avait réussi à piéger sa précieuse fille pour qu'elle se contente de moins que ce qu'elle méritait. Les attaques commençaient subtilement, comme toujours. Petit Diggs, déguisé en observations inquiètes, semblait utile, mais profondément blessante. Léon mentionna que son père venait d'être promu associé principal dans son cabinet d'avocat, et Harold ne manqua pas de m'attirer l'attention en disant « Ça doit être agréable d'avoir une telle stabilité dans la famille ». Belle intervint ensuite, car elle avait appris des meilleurs. En parlant de stabilité, « Papa, tu as trouvé du travail ? Ça fait quoi, 3 mois maintenant ?» Elle le dit avec une fausse douceur qui me retourna l'estomac. Comme si elle était sincèrement inquiète au lieu de se contenter de remuer le couteau dans la plaie. Je bus une gorgée de mon café, le café bon marché que j'avais acheté, car Simone avait clairement indiqué que son mélange premium était réservé aux membres actifs de la famille, et je sentis cette brûlure familière dans ma poitrine, non pas due à la caféine, mais au poids accumulé de 1000 petites humiliations. Puis Simone passa à l'acte. Elle leva son verre de mimosa, regarda autour de la table pour s'assurer qu'elle avait l'attention de tous et prononça la phrase qui allait tout changer. Sa voix était décontractée, conversationnelle, comme si elle commentait la météo au lieu de m'enfoncer un pieu dans ce qui me restait de dignité. Tu sais quoi, David ? Tu n'es personne. Arrête de faire l'important. Les mots flottaient dans l'air comme la fumée d'un coup de feu. Margaret sourit. Harold hocha la tête d'un air approbateur. Léon renifla son jus d'orange. Et Belle, ma propre fille, la petite fille à qui je lisais des histoires avant de dormir. Elle ne sourcilla même pas lorsqu'elle ajouta son propre tour de l'âme.
Honnêtement, on se souvient à peine de ta présence la plupart du temps. Bref, la table éclata de rire. Pas le rire chaleureux et familial qu'on voit dans les films, mais le rire cruel de la meute de ceux qui trouvent leur victime et décident de festoyer. Ils s'amusaient, appréciaient ça, prenaient leur pied à me réduire en miettes tout en sirotant leurs boissons raffinées et en dégustant leurs pâtisseries artisanales. Mais je ne riais pas, je ne tressaillis pas, je ne m'effondrais pas comme ils l'espéraient. Au lieu de cela, je pris ma fourchette d'une main ferme et la portai à mon verre d'eau. Le métal heurta le cristal d'une seule note claire qui trancha leur rire comme une lame dans la soie. Tink. Toutes les têtes se tournèrent vers moi. Toutes les conversations s'arrêtèrent. Le silence soudain était si complet que j'entendis le tic-tac de l'horloge de parquet dans le couloir. J'entendis la respiration haletante de Margaret. J'entendis Léon s'agiter, mal à l'aise, sur sa chaise. Je posai la fourchette avec précaution et regardai autour de la table, croisant tour à tour chaque regard. Le sourire narquois et confiant de Simone commençait déjà à vaciller. L'amusement cruel de Belle cédait la place à quelque chose qui ressemblait presque à de l'incertitude. Même Harold eut la décence de paraître légèrement gêné. « Je serai bref, dis-je. » Ma voix calme et posée me surprit, moi aussi. Juste 3 phrases. À la deuxième phrase, le visage de Simone était devenu pâle sous son maquillage soigneusement appliqué. Le sourire narquois de Belle avait complètement disparu, remplacé par quelque chose que je n'avais pas vu chez elle depuis des années. Une véritable attention. Même Léon avait cessé de gigoter et me fixait comme s'il me voyait pour la première fois. J'ai fouillé dans la poche de ma veste et en ai sorti un dossier noir, le genre de ceux que les avocats utilisent pour les documents importants. Le cuir était précieux, professionnel, sérieux. Je l'ai glissé sur la table cirée vers Simone, et il a glissé silencieusement sur la surface, tel un jugement. Le dossier n'a pas fait un bruit en s'immobilisant devant elle, mais le silence qui a suivi était assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler dans cette salle à manger. On aurait même pu entendre une pensée s'échapper. Et dans ce moment de silence cristallin parfait, j'ai enfin eu l'impression d'avoir à nouveau de l'importance. 3 mois plus tôt, je me tenais sur le pas de la porte de Simone, tel un vendeur désespéré, un sac marin contenant à peu près tout ce que je possédais et qui comptait encore. La maison était exactement la même que lorsque je l'avais quittée 2 ans plus tôt. Des volets blancs immaculés, une pelouse impeccable qui coûtait probablement plus cher à entretenir que les mensualités de la plupart des gens, et cette fontaine ridicule dans le jardin que Simone avait insisté pour avoir après que son entreprise ait commencé à bien rapporter. J'ai sonné, même si j'avais encore les clés au fond de mon sac. Ça ne me semblait plus juste d'entrer comme ça. Ce n'était plus ma maison maintenant. C'était la sienne, et je n'étais qu'un visiteur de plus qui avait besoin d'une permission pour entrer. Lorsqu'elle a ouvert la porte, j'ai eu mon premier aperçu de la nouvelle Simone. Le succès lui allait à ravir. Je devais admettre que ses cheveux étaient différents, plus courts, plus chers. Et elle portait une de ces tenues décontractées qui coûtaient probablement plus cher que ce que je gagnais en une semaine. Un jean de créateur, un chemisier en soie, des bijoux qui reflétaient parfaitement la lumière de l'après-midi. Elle semblait digne d'un article de magazine sur les femmes qui réussissent et qui vivent leur vie à fond. David, dit-elle, et mon seul nom avait suffisamment de poids pour me faire comprendre que ce ne seraient pas les retrouvailles chaleureuses que j'espérais bêtement. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je déplaçai le sac de sport sur mon autre épaule et essayai de trouver les mots justes. Comment annoncer à son ex-femme qu'on a été licencié, que le bail de ton studio est arrivé à échéance, qu'on dort dans sa voiture depuis une semaine? Comment admettre que l'homme sûr de lui qu'elle avait épousé s'était réduit à cette silhouette pathétique se tenant sur le pas de sa porte et demandant de l'aide? J'ai été licencié le mois dernier, dis-je, les mots ayant un goût de cendre dans la bouche. L'entreprise de construction pour laquelle je travaillais a perdu son plus gros contrat. Ils ont dû licencier la moitié de l'équipe. Et comme j'étais l'un des nouveaux, je m'arrêtai, refusant de lui imposer l'évidence. Son expression resta inchangée. Ni compassion, ni inquiétude, juste ce regard calculateur qu'elle avait lorsqu'elle essayait de comprendre comment quelque chose pourrait l'affecter. Et tu me dis ça parce que j'ai besoin d'un endroit où rester temporairement jusqu'à ce que je puisse me remettre sur pied. Je sais que ça s'est mal terminé entre nous, mais j'espérais que ce serait temporaire. Elle m'a coupé les ponts. Quelques mois, peut-être moins si je trouve une solution stable. Elle est restée là pendant ce qui m'a semblé 1 heure, mais ce n'était probablement que 30 secondes. Pesant le pour et le contre, je pouvais presque voir les rouages tourner dans sa tête. Une partie de moi s'attendait à ce qu'elle me claque la porte au nez,
mais ses lèvres se sont alors retroussées en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Tu peux prendre le sous-sol, a-t-elle dit. Pas la chambre d'amis à l'étage avec le lit queen size confortable et la belle vue sur le jardin. Pas notre ancienne chambre où nous avions passé 15 ans de mariage. Le sous-sol. Celle qui nous servait de rangement, avec la minuscule fenêtre qui laissait à peine entrer la lumière et le radiateur cassé depuis que Clinton était président. Le sous-sol, ai-je répété, juste pour être sûr d'avoir bien compris. C'est ce que j'ai dit. À prendre ou à laisser, David. Mais si tu le prends, tu suis mes règles. Tu restes seul. Tu ne mets pas de suspense dans cette maison. Et tu te mets immédiatement à chercher ton propre chez toi. Ce n'est pas de la charité. C'est temporaire. J'aurais dû partir sur le champ. J'aurais dû lui dire de garder sa chambre au sous-sol, c'est régler son attitude condescendante. J'aurais dû trouver le canapé d'un pote pour dormir ou m'installer dans un motel miteux en attendant de trouver une solution. Mais je ne l'ai pas fait, car j'avais un plan plus grand que ma fierté. Je le prends, ai-je dit. Elle s'est écartée pour me laisser entrer, et je l'ai suivie dans la maison qui était la nôtre. Tout avait changé. Nouveaux meubles, nouvelles peintures, nouvelles œuvres d'art au mur. Tout était cher, tout était de bon goût, tout était criant qu'elle était bien mieux sans moi. L'endroit semblait tout droit sorti d'un de ces salons de décoration où tout est parfait et où personne n'y vit. Le sous-sol était aussi déprimant que dans mes souvenirs. Mur en béton, moquette industrielle qui avait connu des jours meilleurs, et cette odeur de moisi qu'aucun désodorisant ne parvenait à masquer. Le radiateur trônait dans un coin, tel un monument rouillé laissé à l'abandon. Froid et inutile. Le lit était un matelas simple sur un cadre métallique qui grinçait à chaque souffle. Il y a des draps dans le placard, dit Simone depuis l'embrasure de la porte, comme si elle me faisait visiter une cellule de prison. Les toilettes sont au bout du couloir. Essaie de ne pas utiliser trop d'eau chaude. Le chauffe-eau est vieux. J'ai laissé tomber mon sac de sport sur le lit et j'ai contemplé mon nouveau royaume. 25 ans de mariage, 15 ans de vie commune. Et voilà où j'avais atterri. Au sous-sol de ma propre maison, vivant comme une locataire dans un logement que j'avais contribué à financer. Mais je ne me suis pas disputé, je n'ai pas discuté, je n'ai pas souligné l'ironie de la situation ni exigé un meilleur traitement. J'ai juste hoché la tête et dit « Merci, Simone. J'apprécie. » Elle m'a lancé un regard qui était à la fois surpris et méfiant, comme si elle s'attendait à une bagarre plus intense. Le dîner est à 18h si tu veux te joindre à nous, mais ne te sens pas obligé. Après son départ, je me suis assise sur le lit grinçant et j'ai observé ma nouvelle réalité. Les murs de béton semblaient s'écraser de tous côtés, et l'unique ampoule suspendue au plafond projetait des ombres crues qui donnaient l'impression d'une scène de crime. Nous étions au fond du gouffre, et nous le savions tous les deux. Mais le fond du gouffre, j'avais appris, était une base solide sur laquelle construire. Et je n'étais pas là pour reconstruire un mariage ou implorer la gentillesse. Je n'étais pas là pour regagner leur respect ou prouver que je méritais un meilleur traitement. J'étais là pour traquer, pour creuser, pour découvrir les mensonges qu'ils avaient enfouis si profondément qu'ils se croyaient probablement en sécurité pour toujours. Simone pensait me rendre service en me laissant loger dans son sous-sol, comme par une sorte de charité. Elle ignorait totalement qu'elle venait d'inviter une détective chez elle. Quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre et tout son temps pour découvrir ce qu'elle cachait. J'ai déballé mes affaires. J'ai rassemblé quelques affaires et j'ai commencé à planifier. Le sous-sol était peut-être froid, humide et déprimant, mais c'était aussi calme, intime, l'endroit idéal pour travailler dans l'ombre pendant que les gens du dessus vivaient leurs mensonges dans la lumière. Ils voulaient que je sois invisible. Parfait. Les invisibles voient tout. Assis dans cette pièce du sous-sol, entouré des fantômes de mon ancienne vie, je ne pouvais m'empêcher de me souvenir de l'époque où les choses étaient différentes. Quand je n'étais pas juste un invité indésirable mendiant un peu de dignité. Il fut un temps, et cela semble lointain maintenant, où j'avais vraiment de l'importance dans cette maison. Quand ma voix avait du poids et que ma présence emplissait les pièces au lieu de les hanter. J'étais le père présent, pas le type qui s'en prend au week-end ou qui jette de l'argent sur les problèmes en appelant ça être parent. J'étais impliqué, présent, impliqué dans chaque détail, aussi compliqué que beau, de l'éducation de Belle. Quand elle avait 7, 8, 9 ans, c'était moi qui l'abordais tous les soirs, lui lisant des histoires jusqu'à ce que ma voix devienne chevaline, et qu'elle finisse par s'endormir avec sa petite main. Je serrais toujours le mien. Ces histoires du soir n'étaient pas que des lectures rapides de chapitres.
On créait des mondes entiers ensemble, on inventait des voix pour chaque personnage, on jouait les parties dramatiques jusqu'à ce qu'elle rigole si fort qu'elle avait le hoquet. Je me souviens de ce livre sur une princesse qui sauvait des dragons au lieu de l'inverse. Et Belle insistait pour que je fasse la voix du dragon à chaque fois. Je grognais et rugissais jusqu'à ce que les voisins pensent qu'on dirigeait un zoo. Et les projets scientifiques. Seigneur, les projets scientifiques. Chaque année, du CE2 au collège, on occupait la table de la salle à manger pendant des semaines. Des éruptions volcaniques qui maculaient le plafond, des maquettes du système solaire accrochées à chaque luminaire, des fourmilières qui s'échappaient toujours, et Simone hurlait à cause des invasions. Je rentrais de 12 heures de travail sur le chantier, couvert de poussière et épuisé jusqu'aux os. Mais je restais assis à cette table à aider Belle à comprendre la photosynthèse ou le cycle de l'eau jusqu'à minuit. C'est ce qu'il a fallu. Simone plaisantait en disant que j'étais plus enthousiaste à propos des projets que Belle. Peut-être avait-elle raison. Il y avait quelque chose de magique à voir le visage de ma fille s'illuminer lorsqu'elle comprenait enfin le concept. Quand les pièces s'assemblaient et qu'elle se levait d'un bond en criant « J'ai compris, papa. Je comprends ». Ces moments valaient bien chaque courbature et chaque nuit tardive. Les petits déjeuners du week-end étaient ma spécialité. Le samedi matin, je me levais tôt et transformais la cuisine en restaurant personnel. Des crêpes en forme de Mickey Mouse, des œufs brouillés avec des visages en lardon, du jus d'orange servi dans de jolis verres avec de petits parapluies en papier achetés en gros au magasin de fête. Belle descendait en traînant les pieds en pyjama, les cheveux hérissés dans tous les sens, et je lui présentais le petit déjeuner comme si elle était une princesse, je commandais pour la princesse Belle. Je l'annonçais et elle riait et jouait le jeu, avec cet accent britannique ridiculé en disant « Merci, cher monsieur ». Simone levait les yeux au ciel lors de nos représentations théâtrales du petit déjeuner, mais elle souriait aussi. À l'époque, on se sentait comme une vraie famille, comme si on était tous dans la même équipe. J'ai occupé 2 emplois pendant ces années. Dans le bâtiment, le jour et le soir, je faisais des petits travaux pour les voisins, je réparais les robinets qui fuyaient, je repeignais les chambres et je plaçais les plafonds. Fan. J'étais tout le temps fatigué, mais ça valait le coup, car je construisais quelque chose. Et pas seulement financièrement. Chaque dollar était investi dans l'avenir de Belle, dans les rêves d'entreprise de Simone, pour rendre notre petit monde plus stable et plus sûr. Je construisais un héritage, une famille qui se souviendrait de moi comme de l'homme présent, investi, qui faisait des sacrifices sans se plaindre. L'entreprise de traiteur de Simone n'était qu'un rêve à l'époque, un truc dont elle parlait en pliant le linge ou en faisant la vaisselle. Elle avait un regard lointain et décrivait les événements élaborés qu'elle voulait organiser, les fêtes chics qu'elle voulait coordonner. Je l'écoutais, hochais la tête et lui disais que ça avait l'air génial, et que j'étais sérieux. Quand elle a finalement décidé de franchir le pas et de créer sa propre entreprise, j'ai pris encore plus de petits boulots pour couvrir les frais de démarrage. On a mangé beaucoup de ramen et de sandwichs au beurre de cacahuète la première année, mais on investissait dans notre avenir. Je me souviens du jour où elle a décroché son premier gros contrat, une fête d'entreprise pour les fêtes qui lui a rapporté plus que ce que j'avais gagné en 3 mois de travaux. Elle était tellement excitée qu'elle je pouvais à peine parler. Je n'arrêtais pas d'agiter le contrat signé comme un billet de loterie gagnant. Je l'ai soulevé et je l'ai fait tourner dans la cuisine. Nous rions toutes les deux et nous préparions à fêter ça. Mais à un moment donné, la fête s'est arrêtée, moi y compris. C'était progressif au début, si subtil que je l'ai à peine remarqué. Simone rentrait d'événements réussis en parlant des clients qu'elle avait impressionnés, des relations qu'elle avait nouées, des opportunités qui s'offraient à elle. Elle avait commencé à s'habiller différemment, avec cette nouvelle confiance en elle, née du fait d'avoir enfin son propre argent, sa propre réussite. J'étais fier d'elle, sincèrement fier, mais j'avais l'impression de la regarder de l'extérieur au lieu de la vivre avec elle. Les conversations au dîner ont changé. Au lieu de parler de notre journée, de nos projets, de nos rêves, on se concentrait sur son entreprise, les clients, les défis, les opportunités de croissance. Quand j'essayais d'expliquer mon travail, elle hochait poliment la tête, mais je voyais son regard se voiler. Apparemment, les histoires de construction n'étaient pas aussi intéressantes que les drames de la restauration. Puis vinrent les événements sociaux, les rencontres d'affaires, les soirées de réseautage, les dîners de remerciements clients. Au début, elle me proposait de l'accompagner pour me présenter son nouvel univers professionnel, mais je voyais bien que je n'étais pas à ma place. Ces gens parlaient un langage différent, avaient des préoccupations différentes, évoluaient en cercle où mes mains calleuses et mes bottes de travail me désignaient comme une étrangère.
Voici mon mari, David, disait-elle. Et il y avait quelque chose dans son ton qui ressemblait à des excuses, comme si elle justifiait ma présence au lieu de la célébrer. Finalement, ces présentations sont devenues « Voici juste mon mari ». Puis elle a complètement arrêté de me présenter. Je me suis dit que c'était juste pour le travail, qu'elle se concentrait sur quelque chose d'important et que je devais la soutenir. Je continuais à faire des heures supplémentaires, à préparer les petits déjeuners du week-end, à aider Belle à faire ses devoirs, mais je me sentais devenir une musique de fond dans ma propre vie. Présent, mais pas vraiment entendu. Le pire, c'était de penser que c'était ma faute. Que j'étais peut-être vraiment ennuyeuse, inutile, oubliable. Peut-être que je n'avais pas réussi à évoluer avec mon mari. Une épouse et une fille accomplies. Peut-être méritais-je de disparaître dans la marge. Mais assise dans cette pièce au sous-sol, les yeux fixés sur ces murs de béton, j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose de plus sombre. Quelque chose de délibéré, et j'allais découvrir exactement ce que c'était. Tout a commencé par un appel téléphonique que je n'étais pas censé entendre. Je vivais dans ce sous-sol depuis environ 3 semaines, m'installant dans une routine qui me rendait quasiment invisible pendant la journée. Les matinées étaient consacrées à la recherche d'emploi, à l'envoi de CV aux entreprises de construction, au suivi de pistes qui n'aboutissaient généralement à rien, à l'effort d'avoir l'air occupé dès que Simone ou Belle passaient par là. L'après-midi, je faisais de longues promenades dans le quartier, en partie pour leur échapper, en partie pour réfléchir. Ce mardi-là, je suis rentré tôt d'une de mes promenades car il s'est mis à pleuvoir. Cette bruine froide et étouffante d'octobre qui trempe votre veste et vous fait mal aux os. Je me suis glissé par la porte de derrière aussi discrètement que possible, sans vouloir annoncer ma présence. La maison avait cette impression de vide qu'elle avait en milieu de journée. Quand Belle était à son travail de marketing et que Léon était parti vaquer à ses occupations, je me dirigeais vers l'escalier du sous-sol quand j'ai entendu la voix de Simone s'échapper de la cuisine. Elle était au téléphone, mais quelque chose dans son ton m'a fait m'arrêter. Ce n'était pas sa voix habituelle, professionnelle. Confiante, professionnelle, légèrement impatiente. C'était différent. Douce, presque secrète. Je me suis retrouvé debout dans le couloir comme une sorte de pervers, luttant pour saisir ses paroles à travers la porte de la cuisine entr'ouverte. Le plus intelligent aurait été de continuer à marcher, de m'occuper de mes affaires et de descendre, là où j'étais censé être. Mais quelque chose dans sa voix a réveillé tous mes instincts. Non, il ne sait pas. Elle disait, et mon sang s'est glacé. Il pense toujours que nous avons tout perdu il y a des années. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Tout perdu? De quoi diable parlait-elle? Je me suis collé au mur, le cœur battant la chamade. Je sais que ça a l'air dur, mais il faut que tu comprennes ce que j'avais à faire, a poursuivi Simone. Il traînait. Nous étions à terre. Sans ambition, sans motivation. Je ne pouvais pas le laisser me priver de tout ce que j'avais gagné. Il y eut un silence pendant que la personne à l'autre bout du fil parlait. Je retins mon souffle, craignant que le simple son de ma respiration ne me trahisse. Les papiers étaient parfaits, dit-elle. Enfin. Craig s'en était assuré, et de toute façon, David ne prêtait jamais attention aux finances. Il signait tout ce que je lui présentais sans le lire. Ça m'a tellement facilité les choses. J'avais les jambes faibles. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas m'effondrer. Quel papier? Que ai-je signé? Les papiers du divorce, évidemment, mais quoi d'autre? Mon esprit ressassait les souvenirs de ces derniers mois avant notre séparation, quand tout n'était que chaos et confusion, et que j'essayais juste de maintenir ma famille unie. Croyez-moi, il n'a aucune idée de ce qu'il y a vraiment dans ses comptes. Simone rit et ce rire me fit froid dans le dos. Pour autant qu'il sache, l'entreprise a fait faillite et nous survivons tous à peine. Pauvre petite victime, David. Perdre son emploi au moment même où sa famille a le plus besoin de lui. Je m'éloignai de la porte aussi silencieusement que possible, tout mon corps tremblant de rage et de trahison. L'escalier menant au sous-sol ne m'avait jamais semblé aussi raide. Je gagnai ma chambre, fermai la porte derrière moi, puis m'assis sur ce lit grinçant, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. Il n'avait pas tout perdu. L'entreprise n'avait pas fait faillite. Tout cela n'était qu'un mensonge. Une fiction soigneusement construite pour m'empêcher d'obtenir ce qui me revenait de droit lors du divorce. Et j'y croyais. Je m'étais senti coupable d'avoir perdu mon emploi au pire moment. J'avais l'impression de les abandonner au moment où ils avaient le plus besoin de soutien financier.
Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je repassais la conversation dans ma tête, analysant chaque mot, essayant de comprendre la profondeur de cette tromperie. Au matin, je savais ce que je devais faire. J'avais besoin d'aide, et je savais exactement qui appeler. Elia Martinez avait été mon meilleur ami au lycée, à l'époque où nous n'étions que des enfants de la classe ouvrière avec de grands rêves et sans voie toute tracée pour les réaliser. Pendant que je travaillais dans le bâtiment, il s'était lancé dans l'informatique, surfant sur la vague technologique pendant ses études et menant une carrière qui l'avait mené à des horizons que j'avais du mal à imaginer. Aujourd'hui, il dirigeait son propre cabinet de conseil en cybersécurité, aidant les entreprises à se protéger des pirates informatiques et des voleurs numériques. Nous étions restés en contact au fil des ans, mais pas aussi étroitement que nous aurions dû. Carte de Noël, une bière de temps en temps quand il était en ville, ce genre de choses. Mais quand je l'ai appelé ce mercredi matin-là, c'était comme si le temps ne s'était pas écoulé. David Reyes, m'a-t-il dit en décrochant et j'ai entendu un sourire dans sa voix. Ça fait trop longtemps, mec. Comment va la vie? Pas terrible, pour être honnête. J'ai dit, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose, et ce n'est pas vraiment un conseil juridique que je recherche. Il y a eu un silence. De quel genre d'aide parlons-nous? Je lui ai tout raconté. Le divorce, l'entreprise prétendument en faillite, la conversation que j'avais surprise, mes soupçons concernant des biens cachés et des faux documents. Elia a écouté sans m'interrompre. Et quand j'eus fini, il resta silencieux un long moment. Tu crois vraiment qu'ils ont enterré quelque chose à ce point-là, demanda-t-il finalement. Je ne pense pas, Ellie, répondis-je, surprise par l'assurance dans ma voix. Je sais. La question est de savoir si on peut le prouver. Nous? Répéta-t-il. J'aime ça. Tu sais que ça pourrait mal tourner, non? S'ils ont caché des biens et falsifié des documents, on parle d'une fraude grave. Le genre de truc qui ruine des vies. La mienne est déjà ruinée. J'ai dit, la question est de savoir si je vais les laisser s'en tirer. Un autre silence. Et après, quand est-ce qu'on se voit? Je pense qu'il est temps de creuser un peu. Au cours des semaines suivantes, Elia est devenu mon partenaire dans ce qui semblait être l'enquête la plus importante de ma vie. Il passait à la maison quand tout le monde était sorti, apportant du matériel que je ne reconnaissais pas, et me posait des questions sur les vieux ordinateurs, les disques de sauvegarde, tout ce qui pouvait contenir des preuves numériques des agissements de Simone. Le problème avec les informations numériques, m'a-t-il expliqué lors d'une de nos séances, c'est qu'elles ne disparaissent jamais vraiment. Les gens pensent pouvoir supprimer des fichiers, effacer des disques durs, effacer leurs traces. Mais il reste toujours quelque chose. Données fantômes, fichiers en cache, sauvegardes automatiques oubliées. On a commencé par les choses évidentes. L'ordinateur de bureau du bureau à domicile que Simone utilisait pour son entreprise, l'ordinateur portable qu'elle trimballait pour les réunions clients, mais ils avaient été nettoyés à fond, probablement par ce Craig dont elle avait parlé. Un travail de pro, en plus. Celui qui avait fait ça savait ce qu'il faisait. Mais Elia a suggéré qu'on vérifie le grenier. On oublie toujours les vieilles machines. Il a parlé de l'ordinateur de bureau remplacé il y a 5 ans, de l'ordinateur portable trop lent pour un usage quotidien, mais trop cher pour être jeté. C'est là que le trésor de Rayal est généralement enterré. Et c'est là que nous l'avons trouvé. Un vieil ordinateur de bureau Dell de 2018 couvert de poussière et connecté à un écran qui devait peser 22 kg. Il a fallu du temps pour le remettre en marche, mais quand on y est parvenu, c'était comme trouver de l'or. Mon Dieu, a murmuré Elia en fixant l'écran. David, il faut que tu vois ça. Les fichiers étaient tous là, enfouis dans des dossiers aux noms anodins comme dépenses du ménage, documents juridiques divers, relevés bancaires, relevés de virements, email entre Simone et son conseiller financier. Une trace écrite qui racontait toute l'histoire affreuse de la façon dont mon ex-femme avait systématiquement volé mon avenir tout en me persuadant d'être le problème. Le dossier intitulé « Divers-bas juridique » semblait assez innocent, posé là, sur ce vieux bureau poussiéreux, enfoui sur 3 niveaux dans une arborescence qu'il aurait fallu une éternité à trouver sans l'aide d'Elia. Juste un autre dossier administratif ennuyeux. Le genre de classeur numérique que chaque foyer accumule au fil des ans. Documents fiscaux, police d'assurance, informations de garantie, la paperasse banale de la vie moderne. Mais lorsqu'Elia a double-cliqué dessus, mon univers a basculé. Le premier fichier qui a attiré mon attention avait un nom qui m'a glacé le sang, ordonnance restrictive de David-Bafinal.pdf.
J'ai fixé le nom du fichier un long moment, mon cerveau refusant de traiter ce que je voyais. Une ordonnance restrictive contre moi? Qu'est-ce que c'était que ça? Ouvre-le, ai-je dit à Elia d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Le document qui est apparu à l'écran était un chef-d'œuvre de fiction juridique. En tête officielle, mise en page correcte, tout le jargon juridique. On s'attendrait d'une véritable ordonnance du tribunal. Elle m'accusait d'avoir eu un comportement menaçant envers Simone et Belle, de les avoir fait craindre pour leur sécurité, d'être une présence instable et potentiellement dangereuse dans leur vie. Le langage était clinique mais dévastateur, dressant le portrait d'un homme qui avait perdu le contrôle, devenu une menace pour sa propre famille. Le problème, c'est que rien de tout cela ne s'était jamais produit. C'est n'importe quoi, ai-je dit en me penchant vers l'écran. Je n'ai jamais menacé personne. Je n'ai même jamais élevé la voix pendant la procédure de divorce. Elia parcourait le document, son expression devenant plus sérieuse à chaque page. David, regarde ce bloc signature. Il est censé être de la juge Patricia Morrison, du tribunal des affaires familiales. Donc, la juge Morrison a pris sa retraite en 2019. Ce document est daté de 6 mois après son départ. Il a pointé du doigt une autre section et ce numéro de dossier. Il ne respecte pas le format réglementaire du système de classement de notre comté. Tout cela est faux. La salle s'est mise à tourner. J'ai dû m'agripper au dossier de la chaise d'Elia pour me stabiliser. Pourquoi créerait-elle une fausse ordonnance restrictive? Continuez à chercher, dit-il d'un ton sombre. Je crois que nous ne faisons que commencer. Le fichier suivant était encore pire, David message-bas preuve. PDF. Il contient des captures d'écran de SMS prétendument envoyés depuis mon téléphone à Simone et Belle. Des messages menaçants et affreux qui me donnaient l'impression d'être au bord de la crise de nerfs. Des messages disant qu'ils paieraient pour ce qu'ils avaient fait, que je les ferais regretter, qu'ils regretteraient de m'avoir contrarié. L'horodatage des messages correspondait à la période précédant notre séparation, alors que notre mariage battait de l'aile, mais que j'essayais encore de tenir le coup. Je me souvenais clairement de ces semaines, des séances de thérapie qui n'aboutissaient à rien, des dîners gênants où personne ne parlait, du sentiment que ma famille me filait entre les doigts quoi que je fasse. Mais je me souvenais aussi avec quelle prudence j'avais tout géré. Avec quelle détermination j'avais gardé les choses civiles pour le bien de Belle. Je n'ai jamais envoyé ça, ai-je dit, la voix tremblante de rage. Jésus-Christ, Élie, je n'ai jamais rien envoyé de pareil. Tu me connais. Quand m'as-tu déjà vu m'énerver ainsi? Elia étudiait les métadonnées intégrées dans les fichiers images. Celles-ci ont été créées sur l'ordinateur portable de Simone, dit-il après un moment. Et regarde ça. Ils ont été réalisés à l'aide d'une application génératrice de messages texte. Vous pouvez simuler des conversations avec ces choses. Faites comme si quelqu'un avait envoyé quelque chose. Les morceaux commençaient à se mettre en place et l'image qu'ils formaient me donnait mal au ventre. Simone avait créé de fausses preuves pour étayer une fausse ordonnance de ne pas faire, créant ainsi un dossier contre moi qui n'existait que dans son imagination. Mais pourquoi? Quel était l'intérêt de me faire paraître dangereux? La réponse se trouvait dans le dossier suivant, Stratégie financière Craig Consult. C'est là que j'ai rencontré Craig pour la première fois. Craig Andry, conseiller financier agréé et apparemment complice de mon ex-femme. La chaîne de courriers électroniques entre lui et Simone se lisait comme un manuel sur la fraude financière, rédigé dans un langage soigné et professionnel qui faisait du vol une stratégie d'investissement judicieuse. La clé est le timing. Craig avait écrit dans un email daté de 3 mois avant notre séparation. Si nous pouvons établir que David représente une menace crédible pour vous et Belle, cela change tout légalement. Du coup, il ne s'agit plus de partager les actifs. Il s'agit de protéger la sécurité financière de la famille contre un individu instable. Un autre email décrivait les étapes spécifiques. L'ordonnance de non-communication crée une justification légale pour limiter son accès aux informations financières pendant la procédure de divorce. Nous déplaçons les actifs maintenant avant qu'ils ne sachent ce qui se passe, et au moment où tout est finalisé, l'argent est hors de portée. J'avais l'impression de lire la vie de quelqu'un d'autre. Ces personnes, ma femme, ce conseiller en qui j'avais confiance pour nous aider à planifier notre avenir, complotaient contre moi depuis des mois. Ils avaient transformé mon divorce en un braquage dont j'étais la victime involontaire. Les relevés bancaires racontent le reste de l'histoire. Transfert après transfert, transférant l'argent de nos comptes communs vers de nouveaux qui ne portaient que le nom de Simone. Les actifs commerciaux dont on m'a dit ne valaient rien.
Ils avaient été vendus à une société écran créée par Craig. Ensuite, les bénéfices ont été transférés à l'étranger. Nos économies, nos fonds de retraite, même le fonds universitaire que nous avions créé pour Belle. Tout cela avait été systématiquement pillé alors que je m'efforçais de sauver mon mariage. Regardez ça, a déclaré Elia, en désignant un email particulièrement accablant. Ils ont déplacé plus de 400 000 $ au cours des 6 semaines précédant votre séparation. Il a donné l'impression que l'entreprise était en faillite alors qu'ils étaient en train de tout liquider et de cacher les bénéfices. Mais le pire, ce n'était pas l'argent. C'était la trahison personnelle énoncée noir sur blanc selon les propres mots de Simone. Dans un email adressé à Craig, elle avait écrit « David a toujours été trop confiant pour son propre bien. Il signe tout ce que je lui présente sans le lire. Il suppose simplement que j'ai ses meilleurs intérêts à cœur. C'est presque trop facile. » Un autre message était encore plus brutal. Ce qui est beau dans toute cette situation, c'est qu'il croit réellement que c'est lui le problème. Il pense qu'il nous a laissé tomber, qu'il n'est pas assez bon pour subvenir aux besoins de sa famille. Il n'a aucune idée que je prépare cette stratégie de sortie depuis 2 ans. J'ai dû m'éloigner de l'ordinateur. Le sous-sol me semblait se refermer sur moi. Les murs de béton se rapprochent à chaque révélation. Tout ce que je croyais sur mon mariage, mon divorce, ma relation avec ma fille, tout cela était fondé sur des mensonges. Il y a plus, dit doucement Elia. Le dossier final contenait des courriels entre Simone et Belle. Ma fille, ma petite fille qui s'endormait sur mes genoux lors des dessins animés du samedi matin, en faisait partie depuis le début. Elle était au courant de la fausse ordonnance de non-communication et avait aidé sa mère à entretenir la fiction selon laquelle j'étais dangereux et instable. Papa ne comprendra jamais. Belle avait écrit à sa mère. Il est trop occupé à s'apitoyer sur son sort pour poser les bonnes questions. La réponse de Simone. Bien. Moins il en sait, plus c'est facile pour tout le monde. Au moment où le divorce sera définitif, il sera tellement reconnaissant que nous le laissions rester en contact qu'il ne demandera pas un audit financier. Je me demandais pourquoi ma fille s'était éloignée si vite pendant le divorce. Maintenant, je savais que ce n'était pas une rébellion adolescente ou des douleurs de croissance normale. C'était une cruauté calculée orchestrée par une mère qui avait retourné mon propre enfant contre moi avec des mensonges et des manipulations. Il m'avait fait croire que j'étais le méchant de ma propre histoire. Alors qu'il détruisait systématiquement tout ce pour quoi j'avais travaillé. Il m'avait volé mon argent, ma réputation et ma relation avec ma fille, puis m'avait convaincu que tout était de ma faute. Mais maintenant j'en avais la preuve. Chaque email, chaque transfert, chaque faux document. Tout était là en noir et blanc numérique. Simone pensait avoir parfaitement effacé ses traces, mais elle avait oublié ce vieil ordinateur qui prenait la poussière dans le grenier. Elle avait oublié que la vérité avait une façon de survivre. Même quand les gens font de leur mieux pour l'enterrer. Le problème était que je n'étais plus l'homme confus et culpabilisé qui avait quitté ce divorce en pensant qu'il méritait ce qu'il avait. J'étais quelque chose de beaucoup plus dangereux. J'étais le problème qu'elle n'avait jamais vu venir. Alors, j'ai attendu. Et il s'est avéré qu'attendre était une forme d'art que j'étais devenu maître au cours de ces longues nuits au sous-sol. J'avais toutes les preuves dont j'avais besoin, chaque faux document, chaque transfert caché, chaque email accablant qui prouvait que mon ex-femme et ma fille avaient orchestré le vol de ma vie entière. Mais la vengeance, la vraie vengeance, ne consiste pas à agir vite. C'est une question de timing. Il s'agit de choisir le moment idéal où vos ennemis se sentent le plus en sécurité, le plus confiants, le plus entourés par l'illusion de leur propre réussite. J'ai passé des semaines à étudier leur routine, à apprendre leur schéma comme un chasseur traquant une proie. L'agenda professionnel de Simone, les engagements professionnels de Belle, voire les allées et venues de Léon. J'ai tout mémorisé. J'avais besoin du public parfait pour ce que j'avais prévu, du bon groupe de témoins pour avoir le maximum d'impact. L'occasion s'est présentée lorsque Margaret et Harold ont annoncé qu'ils venaient du Connecticut pour une visite. Les parents de Simone, ces deux piliers du jugement et de la condescendance qui n'avaient jamais pensé que j'étais assez bien pour leur précieuse fille. Ils resteraient le week-end, ce qui signifiait que le brunch du dimanche serait un spectacle de commandement. Le genre de réunion de famille élaborée où tout le monde s'habillait et faisait semblant d'être plus heureux qu'il ne l'était en réalité. Parfait. J'ai passé ce samedi soir dans ma chambre au sous-sol à parcourir une fois de plus le dossier noir. Des copies de chaque document, de chaque email, de chaque élément de preuve qu'Elia m'avait aidé à rassembler dans un dossier hermétique.
Les dossiers originaux étaient stockés en toute sécurité dans 3 endroits différents, un coffre-fort, le bureau d'Elia et chez un avocat que j'avais discrètement retenu. Mais ce dossier, ce magnifique recueil de vérités reliées en cuir, allait être mon option nucléaire. Le dimanche matin est arrivé gris et pluvieux, le genre de temps d'octobre qui donnait à tout un aspect délavé et déprimant. Mais à l'intérieur de la maison, Simone avait créé son atmosphère habituelle de joie forcée. La table de la salle à manger était dressée avec ses plus belles porcelaines, des objets réservés aux occasions spéciales et aux invités importants. Des verres en cristal captaient la lumière du lustre, projetant de minuscules arcs-en-ciel sur la nappe blanche. Fleurs fraîches, tout artisanales. L'ensemble du spectacle est conçu pour mettre en valeur son succès et sa sophistication. Je me suis habillé avec soin ce matin-là. Pas mon uniforme habituel d'habitant du sous-sol composé de vieux jeans et de chemises froissées, mais mon plus beau costume, celui bleu marine que j'avais porté lors des entretiens d'embauche et des comparutions au tribunal. Je voulais ressembler à quelqu'un qui méritait d'être pris au sérieux, quelqu'un dont les paroles avaient du poids. Le dossier noir était posé sur ma commode comme une arme chargée, attendant son moment. Margaret et Harold arrivèrent très en retard, comme toujours, entrant en trompe dans la maison avec leur air habituel de désapprobation à peine contenu. Ils ont serré Simone et Belle dans leurs bras avec une véritable chaleur, puis m'ont offert le genre de poignée de main polie que l'on donnerait à un étranger lors d'une réunion d'affaires. 25 ans de mariage, et j'étais toujours une étrangère à leurs yeux. David, a déclaré Harold, sa voix portant ce ton particulier que les gens riches utilisent lorsqu'ils sont obligés de reconnaître leur aide. Je cherche toujours du travail, à ce que j'entends. Léon est arrivé ensuite, tous fanfarons et des baskets chères, suivi de Craig, parce que bien sûr Craig serait là. Le conseiller financier de Simone était en quelque sorte passé de consultant professionnel à ami de la famille au cours des dernières années, se présentant toujours aux vacances et aux célébrations comme s'il appartenait à notre table. Le voir là-bas, sachant ce que je savais maintenant de son rôle dans la destruction de ma vie, m'a fait serrer les poings. Mais j'ai gardé mon sang-froid, j'ai hoché la tête poliment quand il m'a tapé sur l'épaule et m'a demandé comment j'allais tenir le coup. J'ai souri quand il a fait une blague sur la difficulté du marché du travail pour les gars de notre âge, tout en pensant aux emails que j'avais lus, ceux dans lesquels il expliquait exactement comment voler tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout en me rendant reconnaissant pour les restes qu'ils avaient laissés derrière eux. La conversation pendant le brunch a suivi son scénario habituel. Programme pour devenir riche que tout le monde prétendait trouver fascinant. Je me suis assis là, mangeant mes œufs bénédicts et jouant mon rôle de triste ex-mari au chômage qui devrait être reconnaissant qu'ils le laissent même partager leur table. Puis l'attaque a commencé. Subtil au début. Margaret mentionnant à quel point il doit être agréable pour Harold d'avoir ce genre de stabilité dans sa carrière avec un regard significatif dans ma direction. Belle m'a posé des questions sur ma recherche d'emploi avec cette fausse inquiétude qui cachait à peine son mépris. Léon parle de la dernière promotion de son père tout en précisant que les vrais hommes ne se retrouvent pas au chômage à mon âge. J'ai tout absorbé avec la patience de quelqu'un qui savait exactement comment cette histoire allait se terminer. Chaque insulte, chaque commentaire condescendant, chaque regard suffisant à la table ne faisait qu'alimenter le feu qui grandissait en moi. Il pensait avoir affaire au même homme brisé qui avait réussi à se débarrasser de son divorce il y a 2 ans. Il n'avait aucune idée de ce que j'allais devenir pendant ces longues nuits au sous-sol. Le moment que j'attendais est arrivé lorsque Simone a décidé de se lancer dans la mise à mort. Elle avait bu les mimosas régulièrement depuis l'arrivée de Margaret et Harold, et l'alcool la rendait toujours plus cruelle, plus directe. Elle leva son verre de cristal, regarda autour de la table pour s'assurer qu'elle avait l'attention de tout le monde et prononça la phrase qui déclencherait tout ce que j'avais prévu. « Tu sais quoi, David ? Tu n'es personne. Arrêtez d'agir comme si vous étiez important. » La table resta silencieuse pendant un battement de cœur, puis éclata dans ce cœur familier de rire cruel. Margaret applaudit en fait. Harold hocha la tête d'un air approbateur. Craig sourit dans sa tasse de café. Et Belle, ma propre fille, la petite fille à qui j'ai appris à faire du vélo et à l'aider à faire ses devoirs et que j'aimais plus que ma propre vie, m'a regardé droit dans les yeux et a tordu le couteau plus profondément. Honnêtement, nous nous souvenons à peine que tu es là la plupart du temps de toute façon. Plus de rire, plus de satisfaction suffisante, plus de confirmation qu'il ne me considérait que comme un cas de charité pathétique qui devrait être reconnaissant pour les quelques bribes de dignité qu'ils étaient prêts à me donner. Mais je n'ai pas ri, je n'ai pas bronché, je ne me suis pas effondré comme ils l'espéraient. Au lieu de cela, j'ai attrapé ma fourchette avec des mains fermes et je l'ai soulevée vers mon verre d'eau avec une seule note claire qui a traversé leur rire comme une lame. Le silence soudain était si complet que je pouvais entendre.
la respiration brusque de Margaret. On entendait le tic-tac de l'horloge de grand-père dans le couloir. J'entendais mon propre rythme cardiaque battre dans mes oreilles. Je posais soigneusement la fourchette et regardais autour de la table, rencontrant tour à tour chaque paire d'yeux. Le sourire confiant de Simone commençait déjà à vaciller. L'amusement cruel de Belle cédait la place à l'incertitude. Même Craig avait arrêté de sourire et me regardait avec quelque chose qui ressemblait presque à de la lassitude. Je serai bref, dis-je, ma voix calme et ferme d'une manière qui m'a même surpris. Juste 3 phrases. La première phrase fit bouger Harold inconfortablement sur sa chaise. La deuxième phrase fit pâlir le visage de Simone sous son maquillage soigneusement appliqué. Au moment où j'atteignais la troisième phrase, le sourire narquois de Belle avait complètement disparu et Léon me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Puis j'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'en ai sorti le dossier noir. Le cuir était cher, professionnel, sérieux, le genre de dossier qui contenait des documents importants, des papiers juridiques, des informations qui changeaient la vie. Je l'ai fait glisser la table polie vers Simone, et elle se déplaça silencieusement sur la surface comme le jugement lui-même. Le dossier s'arrêta devant elle sans faire de bruit. Mais le silence qui suivit fut assourdissant. On aurait pu entendre une mouche tomber dans cette salle à manger. Bon sang, vous auriez pu entendre une pensée tomber. Simone regarda le dossier comme s'il s'agissait d'une grenade réelle. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle l'attrapait. Et quand elle l'ouvrit et vit la première page, ce magnifique email accablant dans lequel elle décrivait toute sa stratégie pour me détruire, toute couleur disparut de son visage. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, mais sa voix n'avait aucune réelle conviction. Elle savait exactement ce que c'était. Je n'ai pas répondu. J'ai juste attrapé mon manteau sur le dossier de ma chaise et je me suis dirigé vers la porte, les laissant tous assis là dans ce silence cristallin parfait. Alors que j'atteignais le couloir, j'entendis le bruit de la chaise de Craig raclant le sol alors qu'il se levait rapidement. J'ai entendu la voix confuse de Margaret demandant ce qui se passait. J'ai entendu le bruissement des papiers alors que Simone feuilletait frénétiquement les pages après pages de preuves. Mais je n'ai pas regardé en arrière. J'avais attendu ce moment des mois, et c'était encore plus doux que je ne l'avais imaginé. L'expression du visage de Simone lorsqu'elle réalisa que son plan parfait avait été détruit. De la même manière que Craig était devenu pâle lorsqu'il avait compris que toutes ses manœuvres financières minutieuses avaient été documentées et retracées. Le silence stupéfiant qui a suivi des années de cruauté occasionnelle. 3 phrases. Il n'en fallait pas plus pour que tout change. 2 jours plus tard, j'ai entendu les retombées par Elia, qui surveillait la situation depuis son bureau du centre-ville. La nouvelle est arrivée par fragments. Les appels téléphoniques d'amis communs, les publications sur les réseaux sociaux qui disparaissaient aussi vite qu'ils apparaissaient, les conversations chuchotées dans les cafés où les gens pensaient être discrets. Simone avait apparemment parcouru exactement 2 pages du dossier noir avant de la perdre complètement. Selon les sources d'Elia, elle avait renversé un verre entier de vin rouge sur le devant de son chemisier en soie en lisant l'email dans lequel elle se vantait de ma trop grande confiance. La tache s'est répandue sur le tissu coûteux comme du sang, et elle avait commencé à trembler si violemment que Margaret avait dû lui retirer le dossier. Craig avait essayé de limiter les dégâts, ce qui était hilarant étant donné qu'il était lui-même profondément impliqué dans la fraude. Il avait passé la soirée du dimanche à téléphoner frénétiquement, probablement à des avocats et à des comptables, pour essayer de comprendre à quel point ils se trouvaient tous dans une situation difficile. Mais ce qu'il y a de beau avec les preuves numériques, c'est qu'elles sont à toute épreuve. Vous ne pouvez pas expliquer les horodatages et les métadonnées. Je ne peux pas prétendre que quelqu'un d'autre a envoyé des emails à partir de vos comptes personnels. Lundi matin, j'étais assis dans le bureau de Myriam Chan, l'avocate en droit de la famille la plus pointue de l'État. Je l'avais choisie spécifiquement parce qu'elle avait la réputation de vaincre les riches tricheurs et de s'imposer. Quand j'ai exposé mon dossier, la fausse ordonnance de non-communication, les avoirs cachés, le vol systématique déguisé en perte commerciale, ses yeux se sont illuminés comme ceux d'une enfant le matin de Noël. Il ne s'agit pas seulement d'une fraude au divorce, a-t-elle déclaré en feuilletant les preuves. Il s'agit d'un complot criminel, d'une fraude électronique, d'une falsification de documents juridiques. Votre ex-femme et son conseiller font face à de graves accusations fédérales. Le procès s'est déroulé plus vite que prévu. En une semaine, nous avons reçu des ordonnances du tribunal gelant tous les comptes de Simone pendant que l'enquête se poursuivait. La maison dans laquelle je vivais s'est soudainement retrouvée dans un vide juridique. Sa précieuse affaire sous surveillance fédérale. Les comptes offshore où Craig avait caché mon argent,
tracée et verrouillée par des enquêteurs spécialisés dans les délits financiers. Mais la véritable satisfaction est venue de l'observation des retombées sociales. L'image soigneusement construite de Simone en tant que femme d'affaires prospère a commencé à s'effondrer dès que la nouvelle s'est répandue. Les clients ont commencé à retirer leurs comptes. Les partenaires commerciaux se sont soudainement souvenus de leurs engagements antérieurs. La foule du country club qu'il avait embrassé au cours de son ascension vers le succès l'a traité comme si elle avait la peste. Pendant ce temps, mon nom était enfin blanchi. La fausse ordonnance de non-communication avait été révélée comme étant un faux, ce qui signifiait que toutes les rumeurs chuchotées sur mon comportement dangereux s'évaporaient du jour au lendemain. Les gens qui m'avaient évité pendant le divorce me tendaient soudainement la main, s'excusaient d'avoir cru à des mensonges, offraient le soutien dont j'avais besoin il y a des années, mais que j'étais reconnaissant de recevoir maintenant. Le tribunal s'est déplacé avec l'efficacité d'une machine qui attendait exactement ce genre d'affaires. Les relevés bancaires ont été assignés à comparaître. Des experts en criminalistique numérique ont disséqué tous les ordinateurs et téléphones impliqués. La trace écrite que Simone et Craig pensaient avoir si intelligemment cachée a été mise à nu pour les juges et les procureurs qui avaient déjà tout vu. En 3 semaines, les ordonnances de restitution volaient comme des confettis. Chaque dollar volé, chaque actif caché, chaque transfert frauduleux, tout devait revenir. L'entreprise n'a pas été simplement dissoute. Elle a été liquidée pour rembourser l'argent volé. La maison a été vendue pour couvrir les dégâts. Craig a perdu sa licence de conseiller financier et a fait face à des accusations criminelles qui le mèneraient probablement dans une prison fédérale. Mais la victoire la plus douce était peut-être la plus simple. J'étais enfin libre. Libre depuis la pièce du sous-sol. Libéré de l'humiliation constante. Libéré du poids écrasant de croire que j'étais le problème. Mon nouvel appartement n'était pas grand-chose. Un appartement d'une chambre à l'autre bout de la ville avec une lumière décente et un chauffage fonctionnel. Mais c'était le mien. Personne ne pouvait l'enlever. Personne ne pouvait l'utiliser comme levier. Personne ne pouvait me faire sentir comme un invité dans ma propre vie. Un dimanche matin, exactement un mois après ce brunch fatidique, je me suis assis sur mon balcon avec une tasse de café et j'ai regardé le soleil se lever sur la ville. Le calme était différent maintenant. Pas le silence d'être ignoré, mais la paix qui vient du fait de dire enfin la vérité. Quand Elia m'a appelé pour me demander ce qui allait se passer ensuite, j'ai souri et lui ai donné la seule réponse qui comptait. Je vis comme si je comptais. Simone n'avait pas fini. J'aurais dû me douter qu'elle ne descendrait pas tranquillement. Après tout, c'était une femme qui avait passé des années à orchestrer des mensonges élaborés pour me voler la vie. Lorsqu'ils sont acculés, les prédateurs ne reculent pas. Ils attaquent avec toutes les armes dont ils disposent. Le premier signe de problème est apparu un mardi matin lorsque mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages provenant de personnes dont je n'avais pas entendu parler depuis des mois. D'anciens collègues de travail, de vieux amis, même ma cousine Rita de Phoenix, se posent tous la même question fondamentale. Est-ce que ça va? Au début, je pensais que c'était juste des gens qui s'enregistraient après avoir entendu parler du drame juridique. La nouvelle circule vite dans notre ville, surtout lorsqu'elle concerne la fraude, le gel des avoirs et l'effondrement d'une entreprise très médiatisée. Mais les messages continuaient à arriver et ils devenaient plus précis, plus inquiets, plus confus. Mec, qu'est-ce qui se passe avec tes réseaux sociaux? A envoyé un texto à Mike de mon ancienne équipe de construction. Ce que vous publiez est vraiment foireux. Les réseaux sociaux? J'utilisais à peine Facebook et mon compte Instagram était en sommeil depuis plus d'1 an. De quoi diable parlait-il? J'ai attrapé mon ordinateur portable et je me suis connecté à Facebook, et ce que j'y ai trouvé m'a glacé le sang. Quelqu'un avait posté depuis mon compte des diatribes sur Simone, des accusations farfelues sur ses pratiques commerciales, des manifestes décousus sur la trahison du système. Les messages étaient désarticulés, désespérés, exactement le genre de choses qu'un ex-mari instable pourrait écrire en cas de dépression nerveuse. Mais je n'en avais rien écrit. Les messages dressaient le portrait d'un homme devenant incontrôlable, proférant des menaces sauvages et semblant de plus en plus dangereux. Un message affirmait que je les regardais et que je prévoyais quelque chose de spécial. Un autre a expliqué qu'ils paieraient tous pour ce qu'ils ont fait. Le langage était délibérément incendiaire, conçu pour me faire ressembler exactement au genre de personne instable que la fausse ordonnance d'interdiction prétendait que j'étais. Celui qui a écrit ces articles me connaissait suffisamment bien pour bien comprendre les détails. Ils ont fait référence à des incidents spécifiques de mon mariage, utilisé des phrases que je pourrais réellement dire,
et ont même inclus des photos de mon compte qui donnaient à l'ensemble un aspect authentique. Mais le ton était complètement faux, trop colérique, trop menaçant, trop semblable à la version fictive de moi que Simone avait créée il y a des années. J'ai tout capturé avant d'appeler Elia. Quelqu'un a détourné mon compte Facebook, lui ai-je dit. Ils me font passer pour un complètement psychopathe. Envoyez-moi tout, dit-il immédiatement. Ne supprimez rien. Ne répondez à aucun commentaire. N'essayez pas de le réparer vous-même. Nous allons remonter jusqu'à celui qui l'a fait. Pendant ce temps, les faux messages faisaient leur travail. De vieux amis me retiraient de mon amitié. D'anciens collègues évitaient mes appels. Même l'avocate, Myriam, semblait inquiète lorsqu'elle m'a appelé pour vérifier mon état mental. Le procès qui s'était si bien déroulé semblait soudain fragile, comme si ce nouveau développement risquait d'une manière ou d'une autre de faire dérailler tout ce que nous avions construit. Mais Elia a opéré sa magie. En 48 heures, il avait retracé l'adresse IP des faux messages jusqu'à l'ordinateur portable de Simone. Les eurodatages montraient qu'elle avait créé ces diatribes fictives pendant ses pauses déjeuner, probablement assise dans un café du centre-ville, inventant des mensonges destinés à détruire ce qui restait de ma réputation. Mieux encore, elle avait été négligente. L'investigation numérique a montré qu'elle s'était connectée à mon compte à l'aide de mails de récupération de mots de passe envoyés à une ancienne adresse que j'avais oubliée, une adresse à laquelle elle avait toujours accès depuis notre mariage. Elle utilisait des informations personnelles qu'elle seule connaissait pour me faire passer pour moi en ligne. Lorsque nous avons présenté ces preuves au tribunal, le juge Martinez n'a même pas essayé de cacher son dégoût. Madame Reyes, dit-il en haussant les sourcils en parcourant le rapport technique. Niez-vous avoir créé ces fausses publications sur les réseaux sociaux sous le nom de votre ex-mari? L'avocat de Simone lui avait apparemment conseillé de rester calme, mais lorsqu'elle a été directement confrontée aux preuves, elle a craqué. Les larmes ont commencé à couler. Ces larmes d'entraînement qu'elle avait toujours utilisées lorsqu'elle était surprise en train de mentir. Ce qui avait si bien fonctionné pendant notre mariage lorsque j'étais trop confiant pour les comprendre. Votre honneur, j'essayais juste de me protéger, sanglotait-elle. Il est tellement en colère depuis le divorce et j'avais peur. Madame, l'interrompit le juge. Vous avez créé des publications frauduleuses sur les réseaux sociaux conçues pour donner l'impression que votre ex-mari est dangereux et instable. Ce n'est pas une protection. C'est de la diffamation. C'est du harcèlement. Et étant donné le modèle de comportement que nous avons déjà établi dans cette affaire, c'est une preuve supplémentaire de votre volonté de manipuler les procédures judiciaires à des fins personnelles. Les fausses larmes n'ont pas fonctionné cette fois. Comment pourrait-il? Les preuves numériques étaient à toute épreuve. Le modèle de tromperie était clair. Et le juge Martinez avait visiblement vu suffisamment de fraude en matière de divorce pour reconnaître une manipulation désespérée alors qu'elle se trouvait juste devant lui. Sa réputation, déjà entachée par les révélations de fraude financière, n'en a pas seulement pâti. Il s'est complètement effondré. Les quelques clients qui étaient restés avec elle pendant le scandale initial ont désormais entièrement renoncé. Les partenaires commerciaux qui lui avaient accordé le bénéfice du doute ont coupé tous les ponts. Même ses amis du country club, qui s'étaient d'abord ralliés à elle en parlant d'innocence jusqu'à preuve du contraire, ont commencé à traverser la rue pour l'éviter. La belle ironie était qu'en essayant de me faire paraître instable, elle avait révélé à quel point elle était devenue elle-même désespérée et déséquilibrée. L'ordonnance définitive de restitution est tombée un jeudi de novembre, 3 mois après ce brunch mythique qui avait tout déclenché. Le juge Martinez n'a pas plaisanté. Simone a été condamnée à rembourser chaque parfum volé, plus les intérêts, ainsi que des dommages-intérêts punitifs pour la détresse émotionnelle causée par ses mensonges. L'entreprise qu'elle avait bâtie sur la fraude a été entièrement dissoute. Ses actifs ont été liquidés pour couvrir ce qu'elle me devait. La maison, notre ancienne maison, où j'avais passé ces mois humiliants au sous-sol, a été vendue en 6 semaines. Regarder cette vieille pancarte s'élever dans la cour de devant, c'était comme fermer un chapitre sur la pire période de ma vie. Craig l'avait déjà fantôme à ce moment-là, faisant face à ses propres accusations fédérales et réalisant probablement que s'associer avec Simone était un suicide de carrière. Il est étonnant de voir avec quelle rapidité un conseiller financier disparaît lorsque l'argent est épuisé. Mais la vraie surprise est venue de Belle. Pas des excuses. Je ne m'attendais pas à ça. Et honnêtement, je ne suis pas sûr que je l'aurais cru si c'était arrivé. Au lieu de cela, j'ai trouvé un matin un post-it jaune collé sur la porte de mon appartement, écrit avec son écriture familière. Je ne savais pas. 3 mots. C'est tout ce qu'elle m'a donné.
Et peut-être que c'est tout ce qu'elle avait. Je ne sais pas si elle voulait dire qu'elle n'était pas au courant de la fausse ordonnance de non-communication ou de l'argent caché ou à quel point la tromperie de sa mère était profonde. Peut-être qu'elle voulait dire qu'elle ne savait pas que j'étais en fait un gars honnête qui avait été piégé. Ou peut-être qu'elle essayait juste de se couvrir les fesses maintenant que la vérité était révélée. Quoi qu'il en soit, j'ai collé la note sur mon réfrigérateur. Pas parce que je lui ai pardonné. Le pardon prendrait du temps, si jamais il arrivait, mais parce que c'était la preuve que, quelque part derrière tous les mensonges et la manipulation, ma fille pouvait encore exister. Mon nouvel appartement était tout ce que la pièce du sous-sol n'était pas, lumineux, chaleureux, calme d'une manière paisible plutôt que le silence étouffant d'être ignoré. Je pouvais préparer du café le matin sans me soucier de qui pourrait me juger pour mon existence. Je pouvais regarder la télévision à un volume raisonnable. Je pourrais inviter des amis sans demander la permission. Un dimanche matin, je me suis préparé du café et je me suis assis sur le petit balcon, regardant la ville se réveiller en dessous de moi. Le calme était profond et bienveillant. Non pas l'absence de son, mais la présence d'une véritable paix. Personne ne complotait contre moi ici. Personne ne mentait à mon sujet, ne me volait ou ne me faisait sentir que je devais m'excuser d'avoir pris de la place. Quand Elia a appelé pour m'enregistrer, posant sa question habituelle sur la suite, j'ai souri et lui ai donné la réponse qui était devenue mon nouveau mantra. Je vis comme si j'avais de l'importance, dis-je. Et pour la première fois depuis des années, j'y ai vraiment cru. Une semaine plus tard, l'email est arrivé comme un fantôme d'un passé que je pensais avoir enfin enterré. La ligne d'objet disait « Nous étions votre famille ». Ce qui était typique de Simone. Je faisais toujours tout sur ce que j'avais soi-disant mal fait, jamais sur ce qu'elle avait réellement fait. J'ai regardé cette ligne d'objet pendant un long moment avant de l'ouvrir. Une partie de moi était curieuse de savoir quelle dernière carte elle pensait qu'il lui restait à jouer. Une partie de moi voulait juste le supprimer et passer à autre chose. Mais j'ai appris à mes dépens qu'ignorer les manipulations de Simone ne les faisait pas disparaître. Cela lui donnait juste plus de temps pour planifier sa prochaine attaque. L'email correspondait exactement à ce à quoi je m'attendais. Une masterclass de gaslighting déguisée en vulnérabilité émotionnelle. Vous nous avez trahis, a-t-elle écrit comme si documenter sa fraude était en quelque sorte pire que de la commettre. Vous mourrez seul, a-t-elle poursuivi, car rien ne dit une ex-femme aimante comme souhaiter la mort et l'isolement à quelqu'un. Je n'ai jamais eu l'intention d'aller aussi loin, conclut-elle, comme si tout ce plan élaboré s'était produit accidentellement alors qu'elle n'y prêtait pas attention. C'était le même vieux manuel de jeu de Simone. N'assumer la responsabilité de rien, me blâmer pour tout et résumer le tout dans un langage qui la faisait passer pour la vraie victime. L'email a été conçu pour me culpabiliser, pour me faire me demander si je n'étais pas allé trop loin, pour semer le doute quant à savoir si j'étais vraiment le bon gars dans cette histoire. Il y a 2 ans, ça aurait pu marcher. Bon sang, il y a 6 mois, ça aurait probablement fonctionné. Mais assis dans mon appartement ensoleillé, buvant du café que j'avais acheté avec de l'argent qui était en réalité le mien, je n'éprouvais que de la pitié pour elle. Je n'ai pas répondu, je ne me suis pas engagé, je ne lui ai pas donné la satisfaction de savoir qu'elle m'avait mis dans la peau. Au lieu de cela, j'ai fait glisser l'email dans un dossier sur mon bureau et je l'ai étiqueté bruit indésirable. Ensuite, j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis sorti me promener dehors. L'air de novembre était vif et pur, porteur de la promesse de l'hiver et d'un nouveau départ. Ma voisine, Madame Patterson, m'a fait signe depuis son jardin et j'ai répondu. Le soleil était chaud sur mon visage malgré l'air frais et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne m'en souvienne, je n'ai ressenti aucun besoin de m'expliquer à qui que ce soit. Il m'avait traité de personne, essayé de m'effacer de ma propre vie, m'avait convaincu que je n'avais pas d'importance. Mais quand la vérité a finalement éclaté, je n'ai pas eu besoin de crier, de menacer ou de faire des crises de colère. Je viens d'apporter les reçus. 3 phrases ont suffi pour faire tomber leur maison du mensonge. Finalement, j'étais le seul à garder les reçus, à faire attention, à m'en souvenir. Et quand j'ai finalement parlé, je n'ai pas eu besoin d'élever la voix. La vérité parlait assez fort.